Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis, pour la première vidéo de l'année. On va vraiment revenir aux bases, on va faire un petit lexique de mix. Le but ultime de cette vidéo, c'est vraiment de faciliter la communication entre des gens qui font pas nécessairement du mix et des gens qui font le mix ou la production musicale, comme un chanteur ou une chanteuse qui travaillerait avec un beatmaker. Fait que c'est sûr qu'on va y aller vraiment en surface, juste pour vous donner, encore une fois, un petit coup de pouce pour mieux comprendre les différents termes, les différents effets. On va parler aussi de différents types de manipulations qu'on peut faire durant le mix. On va parler de termes peut-être aussi un petit peu plus subjectifs pour décrire de façon positive ou négative soit une source sonore ou l'ensemble d'un mix. Puis on va voir aussi des termes un petit peu plus généraux. Encore une fois, juste pour vous donner des bases, pour faciliter votre communication. Puis si vous êtes débutant aussi en mix et en mastering, ça va certainement vous aider à juste avoir une bonne vue d'ensemble des différents outils et les différents termes utilisés en mix et en mastering et aussi en production musicale là, en général. Fait que donc, sans plus attendre, le premier terme, c'est l'égalisation. Un EQ, vraiment, le but de l'EQ, c'est de changer les fréquences. Là, j'ai ici une petite source sonore là, vraiment de base. Je vais ouvrir mon égalisateur. Avec l'égalisateur, on peut, par exemple, couper des basses fréquences. On peut couper des hautes fréquences, on peut enlever des médiums, on peut couper, on peut aussi booster certaines fréquences. Fait que l'égalisateur, c'est vraiment l'outil le plus important en mix. Avec ça qu'on va changer la sonorité de l'ensemble de nos instruments. C'est aussi comme ça qu'on va créer de la place en différents instruments. Comme par exemple, un pad comme ça, si jamais j'avais un kick puis une basse avec beaucoup d'énergie, je vais pas laisser toutes les basses d'un instrument, mais je vais plutôt nettoyer, filtrer un petit peu les basses fréquences. Fait qu'encore une fois, l'égalisateur. Ensuite, deuxième effet, le compresseur. Le compresseur, le but a deux buts. C'est soit de réduire la plage du dynamique, fait que de rendre le son, si vous voulez, plus égal en termes de dynamique. Comme si moi, je compresse énormément le son, il va y avoir presque pas de variation. On va généralement compresser une voix dans un mix pour qu'on entende bien les différents mots. Ça peut aussi avoir un rôle pour travailler l'enveloppe. Quand on parle d'enveloppe, c'est l'attaque, le sustain puis le release d'un son. Comme par exemple, on va compresser un kick pour compresser les basses fréquences, le woo, puis avoir un petit peu plus de tic, un petit peu plus d'attaque. Fait que c'est un outil qu'on va utiliser autant sur les instruments individuels que sur l'ensemble du mix. C'est pas un outil qui est facile à entendre. Si vous débutez la compression, ça peut être un petit peu obscur, mais encore une fois, voici le rôle de la compression, c'est de réduire la plage dynamique. Puis on peut aussi faire des effets vraiment très colorés. Si vous pensez aux White Stripes, par exemple, avec la batterie qui fait super là, intense avec un son qui va moduler avec les cymbales, ça, on appelle ça faire pomper un compresseur. Fait que c'est une compression abusive. Un bon exemple aussi, c'est les Beatles. Les batteries des Beatles, ça a été les premiers à l'époque dans le rock à over-compresser une batterie pour avoir justement la sonorité très typique des Beatles. Dans le même genre de type de traitement, un petit peu différent, là, c'est le limiteur. Le limiteur, ça, c'est un outil qui va servir vraiment à réduire la plage dynamique. Puis là, je vais juste faire un petit ajustement ici. À réduire la plage dynamique de façon la plus transparente. C'est un outil qu'on va utiliser, le limiteur, principalement en mastering. C'est l'outil numéro 1, si vous voulez. Puis là, je vais mettre des guillemets pour rendre le mix plus fort. Fait que lorsqu'on fait un mix, généralement, on va pas nécessairement avoir un limiteur sur notre master. Fait que ça se peut que notre mix, lorsqu'on compare à des productions finalisées, soit moins fort. Puis lorsqu'on embarque le limiteur, ça permet, comme vous voyez, là, je l'ai sur l'ensemble du mix, de réduire la dynamique puis de rendre le son plus fort. Là, j'ai gardé le ratio 1 pour 1 pour qu'il soit toujours au même volume. Mais en réalité, si je l'enlève, puis là, je vais baisser un petit peu le traitement, ça va être une grosse différence de volume. Là, par exemple, sans le limiteur, avec le limiteur, que là, on peut vraiment, encore une fois, écraser la dynamique. Puis on va utiliser ça, encore une fois, en contexte de mastering. Fait que d'un point de vue créatif, le limiteur, on va pas trop vraiment en parler. Maintenant, la réverbération. Ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a souvent un peu de confusion entre la réverbération et les délais. Le terme écho, on va pas généralement utiliser le terme écho en mix. Ça, c'est un terme qu'on va utiliser pour décrire des fois un délai avec plusieurs répétitions. Puis des fois, certaines personnes vont utiliser le terme écho pour décrire une réverbération. Mais c'est important de faire une distinction entre les deux parce que c'est des effets qu'on va utiliser partout pour créer une esthétique. Fait que le premier, la réverbération, nous permet de créer un espace réaliste ou surréaliste, comme un effet de pièce. Là, présentement, j'ai un effet de concert hall. Je pourrais aller me chercher, par exemple, là, je sais pas moi, un effet d'église ou des choses comme ça. Fait que là, la réverbération, comme vous voyez, on peut en mettre
beaucoup, on peut en mettre moins, on peut doser de différentes façons. Ça permet aussi de donner de la profondeur. Si vous voulez avoir l'impression qu'une voix vient de loin, on va mettre une réverbération très, très longue. Si vous voulez juste avoir l'impression que une voix, par exemple, est dans une petite pièce, ben on va mettre une réverbération courte de pièce. Fait qu'il y a différents effets, encore une fois, qu'on peut faire avec les réverbérations. Très important d'explorer des fois différents types de réverbérations lorsqu'on fait du mix parce que c'est une partie importante de l'esthétique. Puis le délai, à l'opposé, c'est plus des répétitions du signal original, là. Fait que le son, à ce moment-là, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais mettre un temps de délai plus long. Vous entendez, là? On va avoir à ce moment-là différentes répétitions. Fait que le délai, tout dépendant comment on le traite, on peut l'adoucir, évidemment, enlever, là, comme si, mettons, j'ai uniquement le son d'effet, là. On peut l'effet de délai le rendre très différent du son original. Puis à ce moment-là, ben, ça fait un effet un petit peu différent. Le délai va se détacher en termes sonores du son original. Fait qu'encore une fois, le délai, c'est des répétitions. On utilise ça sur la voix, on utilise ça sur des guitares, comme par exemple The Edge du band de U2, mais beaucoup de délais, de multi-délais sur sa guitare pour créer des esthétiques un petit peu particulières. On peut combiner évidemment le délai et la réverbération, soit les deux parallèles, autrement dit, on met de la réverb et on met du délai, ou on peut aussi mettre un délai et ajouter une réverbération après pour faire un effet très diffus. Fait que ça, lorsque vous explorez, disons, différents effets de voix, si vous êtes un chanteur ou une chanteuse, vous pouvez essayer différents types de réverbération, de délai. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins, mais tu sais, c'est important de toujours communiquer ses goûts parce que la question de goût est super importante et de ne pas être passif-agressif en disant est-ce que c'est normal que ça sonne comme dans une salle de bain? Ça, on ne dit pas ça généralement à un technicien de son. Je déconne un peu. Mais ensuite, on va continuer. Dans les effets qui s'apparentent aussi, puis qui des fois on a beaucoup de confusion, c'est flanger, phaser, chorus. Ce sont trois effets avec de la modulation. On va avoir le son original, puis on a un double du son original qui, lui, va moduler dans le temps, puis va créer un effet de flanger ou de phaser. La différence entre flanger et phaser, c'est vraiment des petits détails au niveau du feedback. Le flanger, on renvoie l'effet dans l'effet, puis le phaser ne renvoie pas l'effet dans l'effet. Ça, c'est un petit détail qui n'est pas vraiment important. Si vous parlez de flanger ou de phaser, généralement, on va finir par se comprendre sans nécessairement spécifier la différence ultime. Fait que donc, le flanger, le son original, le flanger, comme je vous disais, la grosse différence du flanger, c'est qu'on a l'effet de feedback. C'est comme l'effet qui revient dans l'effet, qui rend l'effet encore plus coloré, là. J'ai ici un autre exemple d'un phaser qui va justement ressembler beaucoup au flanger qu'on vient tout juste d'entendre. Vous voyez, très similaire. C'est comme une émulation là, de pédales de guitare. Fait que ça va beaucoup s'apparenter, flanger, phaser. Le chorus aussi, ça se ressemble un petit peu. La différence avec le chorus, c'est qu'à la place d'avoir un seul double de la piste originale qui module, c'est qu'on va avoir plusieurs versions du son original qui vont, elles, moduler, là, t'sais. Fait que c'est encore une fois relativement similaire. On va l'écouter, là. Et vous voyez, on a aussi une variation au niveau du pitch, de la tonalité. Le but du chorus à l'origine, c'était comme de créer l'impression qu'on avait, par exemple, plusieurs fois le même instrument qui jouait en même temps, en créant des micro-variations dans le temps et dans le pitch. Mais encore une fois, c'est très apparent, c'est très similaire. On va utiliser beaucoup en mix, surtout flanger, phaser, qui donnent des effets qui donnent un petit peu moins mal au cœur, que généralement on va plus apprécier. Ensuite de ça, dans les traitements dynamiques, un qui est mal connu, c'est le gate expander. Le gate expander, c'est en dessous d'un certain niveau, le son est fermé. Comme par exemple, on va avoir des pédales de gate, des noise gate pour les guitares électriques, que lorsqu'on joue pas, on n'a pas de noise, de djjj, si on a des effets de distorsion. Puis lorsqu'on joue, la porte, la gate va ouvrir puis va laisser passer le son. Là, dans ce cas-ci, j'ai ça ici pour un kick, un snare, que j'ai mis ça juste un petit peu au-dessus du son de snare, qui fait que on a le kick qui fait ouvrir la gate, mais pas la snare. Vous voyez? On a uniquement le kick. Fait que ça, on va utiliser ça beaucoup en mix acoustique pour les caisses claires, pour la batterie, pour enlever, si vous voulez, le leak, le fait que, par exemple, le kick va embarquer dans le microphone de la caisse claire, que ça va leaker à ce moment-là, qu'on va avoir un petit peu de coulage entre les différents microphones. Fait que ça nous permet à ce moment-là d'enlever des fois certains bruits de fond avec une machine qui fait ça, si vous voulez, de façon
si vous voulez, un petit peu plus automatique. On peut aussi faire des effets si on fait fermer, par exemple, la gate très rapidement. Fait qu'à la place d'avoir un son, vous voyez, avec un délai, ben on pourrait rendre ça beaucoup plus sec puis couper à ce moment-là la réverbération du son. Fait que le Gate Expander, encore une fois, c'est plus un outil technique. On est plus ou moins dans le créatif pour ce genre d'effet-là. Ensuite de ça, puis là, on est un petit peu là, de façon déconstruite là, dans les différents effets. Le Bit Crusher. Le Bit Crusher, c'est réduire le nombre de bits. C'est un petit peu comme pixeliser une image. Fait qu'on vient réduire la définition jusqu'à temps qu'on ait presque plus d'informations. À petite dose, ça s'entend pas, mais lorsqu'on pousse plus le bit crushing, lorsqu'on réduit les bits, ben là, on vient qu'à avoir aussi une dégradation comme ça, très numérique du son. Ensuite de ça, la distorsion. Ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus touché parce qu'on a distorsion, saturation, distorsion harmonique. Il y a différents types de saturation et de distorsion. On peut y aller de façon très subtile, comme avec le Decapitator. C'est comme un émulateur de console, de tranches de console et de différents types de préamplificateurs, qui est le préamplificateur, qui est la composante qui sert à amplifier le signal qui provient d'un microphone. Ça peut être très subtil comme couleur, qu'on va avoir une couleur, si je l'enlève, c'est presque pas apparent. Mais si je pousse à l'extrême l'effet, vous voyez qu'on est vraiment dans la grosse saturation, la grosse distorsion. Fait que ça, pour la guitare électrique, évidemment, on peut mettre une distorsion beaucoup plus agressive. Lorsqu'on est dans une légère distorsion, on va plutôt parler d'un crunch. Fait que faire cruncher ça, c'est une petite distorsion. Sinon, on tombe vraiment dans de la grosse distorsion, de la saturation. On peut faire ça de différentes façons, encore une fois, la distorsion, avec soit des effets qui ne font que ça, soit on peut aussi utiliser des émulations de matériel analogique, comme par exemple le J37, qui va à ce moment-là imiter un ruban analogique avec des options aussi de saturation. Fait que sur une voix, des fois, on peut aussi, d'ailleurs, saturer un petit peu une voix de façon plus ou moins subtile pour juste donner une coloration. Ça peut être super intéressant, des fois, en mix. Fait que vous voyez, ça donne une impression d'intensité. Ça n'a pas nécessairement changé. Ben oui, ça a changé un petit peu le volume, mais déjà, le but de la saturation, c'est des fois sur certains sons, lorsqu'on met ça à petite dose, c'est vraiment juste de donner des fois un petit peu une impression de saturation et d'intensité, juste à petite dose. Fait qu'encore une fois, saturation, distorsion, ça peut être utilisé de plein de façons. Puis aussi, si on parle, disons, de matériel comme pour les vinyles, des choses comme ça, d'amplificateurs à lampe, ça induit ce qu'on appelle la distorsion harmonique. Puis généralement, ça va être assez positif. Si on prend justement des effets comme le Exciter de Ozone, ben ça va servir à émuler, par exemple, la saturation de des lampes pour avoir un résultat qui va être plus chaleureux, plus musical. Encore une fois, c'est des termes qui sont très subjectifs. Yeah. Si je reviens justement à mes horns, là, on pourrait juste en mettre un petit peu ou abuser. Mais des fois, juste à petite dose sur l'ensemble d'un mix. Ça va juste ajouter de la coloration, des harmoniques. Ça rajoute à ce moment-là des fréquences au son qui va rendre ça, encore une fois, on l'espère, un peu plus musical. Ensuite de ça, dans les autres types de termes, là, dans les effets qu'on pourrait qualifier vraiment, surtout pour la voix, on a le de-esser. Le de-esser sert à enlever les S, la sibilance. Là, on va voir ici un de-esser. Il n'y a pas beaucoup de S. Il va y avoir un S qui va arriver bientôt. Vous voyez ici, on avait un petit S.
ça va le réduire en volume. Fait que si vous trouvez que votre voix a trop... Ah, puis là, mon effet était à bypass, fait que vous ne l'avez pas entendu. De toute façon, on n'a pas beaucoup de S là, dans cette voix-là, mais si la voix est trop sibilante, si on a trop de S, on va utiliser un de-esser. Ensuite de ça, dans les effets très courants, l'autotune. L'autotune, on peut l'utiliser pour corriger la voix de façon très subtile. On peut même utiliser des versions manuelles de l'autotune, comme des logiciels comme Cubase. Lorsqu'on vient sur la voix ici, on peut avoir, vous voyez, les différentes notes et corriger la tonalité uniquement de certaines notes précisément. Si, mettons, vous faites une seule note qui est un peu fausse, on peut corriger uniquement cette voix-là de façon assez transparente. Maintenant, l'autotune, c'est utilisé beaucoup dans la musique moderne pour faire des effets beaucoup plus colorés. Comme ici, j'ai l'autotune d'Antares, que si je pousse la vitesse de l'autotune, vous voyez, ça fait l'effet classique qu'on entend dans le hip-hop, dans le trap. Ça, c'est l'effet d'autotune. Fait qu'encore une fois, l'autotune, ça peut être utilisé comme une correction vocale très transparente, très subtile, comme on peut faire des effets beaucoup plus poussés. Puis il y a toute une gamme là, d'entre-deux qu'on peut aller chercher en termes de couleurs. Ensuite de ça, dans les effets qu'on utilise beaucoup sur la voix, ça va être des effets de pitch shift. Autrement dit, de changer la tonalité, de la monter ou de la descendre pour soit faire des voix très très basses ou faire des voix beaucoup plus hautes. Et il y a aussi des effets qui vont ressembler à ça qu'on va appeler des harmonizers, ou que là, on peut faire des harmonies, par exemple, avec la voix principale. Que là, on a un intervalle qui est fixe. Dans ce cas-ci, c'est 5 demi-tons plus bas qui vont suivre la voix principale. Par contre, ces effets-là d'harmonizer, on ne va pas généralement utiliser ça trop en mix parce qu'une harmonie qui est fixe comme ça, c'est pas nécessairement musical. On doit adapter l'harmonisation des back vocals en conséquence de la voix principale. Et des fois, c'est pas justement, encore une fois, un intervalle comme ça de 5 demi-tons qui va être fixe. Mais bref, le pitch shift, si vous voulez des voix très très basses, comme justement, encore une fois, dans le trap, dans le hip-hop, on va avoir ce genre d'effet-là, des fois, sur la voix. Ensuite de ça, on a des effets comme, par exemple, le vocoder. Le vocoder, on va avoir entendu ça beaucoup dans Daft Punk, par exemple. Puis là, c'est un petit peu plus compliqué à setuper un vocoder. Le vocoder, dans le fond, c'est comme un genre de synthétiseur dans lequel va passer la voix et on va faire des accords. Et ça va être, dans le fond, on va entendre les accords qu'on fait au clavier, mais ça va être le son de la voix qui va passer à travers le vocoder. Là, justement, on peut avoir une vague idée. Un petit peu comme ça. Fait que c'est des accords, encore une fois, comme de synthétiseurs qui sont générés par la voix. Fait que le vocoder, beaucoup utilisé dans l'électro, si vous écoutez du Daft Punk, il y en a vraiment à plein de places. Puis après, on a plein d'effets aussi, hein, comme comme le mutator, si on veut vraiment transformer la voix. Encore une fois, ça va être des effets de pitch shift. Ça, c'est fait par Antares, là. Si vous voulez vraiment modifier la voix, ça va ressembler un petit peu à notre effet de pitch shift qu'on a entendu. Fait que là, on est plus dans des effets que je pourrais qualifier de tripatifs. Là. C'est pas un effet qui est précis. Là, dans ce cas-ci, c'est un plugin qui offre une combinaison de différents effets de pitch shift puis de stretching de l'audio. Fait que là, c'est un petit peu plus particulier. Maintenant, dans les lexiques au niveau, je vous dirais, de l'édition, des genres de manipulations qu'on peut faire. Le volume, premièrement, c'est une chose qui est vraiment importante. On peut mettre un volume plus fort, moins fort pour un son. On peut faire des automations de volume. Autrement dit, le couplet peut être, par exemple ici, moins fort que le refrain. Fait que si vous trouvez qu'il y a trop de variations sur un instrument, vous pouvez, par exemple, suggérer une automation de volume pour juste ajuster le volume dans différents passages. L'édition, le travail d'édition peut consister, lorsqu'on parle d'édition, à, par exemple, enlever les silences, baisser les respirations, s'assurer qu'on n'a pas de bruit de fond sur certains passages. L'édition, par exemple, d'une voix peut aussi consister à faire ce qu'on appelle du comping. Le comping, c'est lorsqu'on a plusieurs prises de son d'une même voix. Comme là, par exemple, là, j'ai juste une seule prise là, ici, mais si je faisais, disons... là, c'est
pas exactement ça que je voulais faire, là. Je voulais juste faire un nouveau rec de la piste de voix. Fait qu'ici, si je fais justement si j'enregistrais une deuxième piste de voix ici, avec justement, bon, la même partie, on peut faire dans l'édition de la voix, lorsqu'on a terminé, on peut décider que le passage, le premier mot ici, je veux que ça soit cette prise-ci, mais dans la deuxième prise, j'avais un deuxième mot qui était mieux fait, ben, je peux aller le chercher. Et ça, on appelle ça faire du comping, faire un best-of, faire l'édition de la voix. Fait que lorsqu'on enregistre, puis là, je parle de la voix, mais ça peut être pour plein d'instruments. Souvent, lorsqu'on enregistre la guitare, ben, on va faire une, deux prises. On va avoir une prise, disons, qui, du début jusqu'à la fin, on trouve qui est très bonne. Puis on peut avoir deux autres prises précédentes qui, pardon, qui vont nous servir tout simplement à faire le comping puis à corriger la piste originale. Ça fait partie du travail d'édition. Lorsqu'on enregistre aussi une voix, on peut doubler une voix. Lorsqu'on parle de doubler, ce n'est pas de faire du copier-coller de la voix principale. C'est important de créer des pistes différentes et d'enregistrer vraiment des interprétations différentes. Fait que ça, on va appeler ça doubler. Harmoniser les back vocals, mais encore une fois, ça peut être des harmonies à l'unisson. Autrement dit, ça peut être des différentes voix qui font la même mélodie que la voix principale, ou on peut faire des harmonies, des notes différentes avec la voix principale. Fait que ça, on va appeler ça harmoniser, faire des back vocals. Ensuite de ça, dans la composition, on peut parler aussi de layering. Là, c'est peut-être des termes qui sont peut-être un petit peu trop précis, mais le layering, ça va être l'action d'utiliser des sons différents puis de faire différentes couches de sons. Par exemple, avoir un son qui va être très distorsionné, comme par exemple celui-ci, pour une caisse claire. En layer, en plus d'un son qui, lui, ne sera pas distorsionné. Fait qu'on va appeler ça du layering. Fait qu'on utilise différentes sources sonores pour faire un seul son. Fait qu'on peut utiliser plusieurs pistes de kick, plusieurs pistes de snare pour donner l'impression que c'est un seul son, mais en réalité, on va avoir utilisé plusieurs sons. On va appeler ça du layering. Puis un terme peut-être un petit peu plus poussé, encore un petit peu plus technique, faire du sound replacement. C'est par exemple prendre un son ici de kick, puis d'aller chercher un autre son avec des plugins comme le Drumagog qui va utiliser à ce moment-là la dynamique ici pour générer un autre son. Fait qu'on appelle ça du sound replacement. Maintenant, puis là, c'est peut-être un petit peu plus poussé. Maintenant, on va parler des termes qui vont nous servir à décrire de façon positive ou négative un mix. Si on trouve, par exemple, qu'un mix, on veut qu'il y ait plus de basse, on va vouloir que ça soit plus fat, plus gras, plus rond, plus chaud. Lorsqu'on veut plus de basses fréquences, plus de rondeur dans les basses fréquences. Si on trouve que c'est trop sombre, on peut vouloir qu'un son soit plus clair, plus ouvert. Ça, c'est ajouter des hautes fréquences. Comme par exemple, justement, si je prends l'exemple avec mon égalisateur, si je voulais ici que mes brasses soient plus fat, je viendrais ici ajouter des basses fréquences. Si je voudrais que ça soit plus clair, on va ajouter des hautes fréquences. Si on trouve que c'est trop nasillard, c'est trop dans le nez, des fois on va avoir des voix comme ça là, qui vont être un petit peu en canne. Là. Ça, c'est nasillard. Ben, on va enlever à ce moment-là des médiums pour que ça soit moins nasillard. On peut trouver, si on parle de la voix aussi, qu'une voix va être sibilante, va être agressive. Lorsqu'un son dans les hautes fréquences est un petit peu agressif, ben on peut dire tout simplement que c'est agressif. Le terme anglais beaucoup utilisé aussi en Amérique du Nord, c'est le terme harsh, H-A-R-S-H, harsh, fait qu'agressive. On peut aussi dire que c'est dans les dents. On peut aussi parler d'un son qui aurait trop d'attaque, trop de dynamique. Si jamais vous trouvez qu'une voix bouge beaucoup trop en volume, vous pouvez dire que ça a trop de dynamique. Si vous avez l'impression, encore une fois, aussi, on parlait de fréquence, qu'une voix est trop étouffée et qu'un petit peu comme ça, on va parler d'une voix trop sombre, trop dark. Ça peut arriver évidemment dans plein de contextes. Ensuite de ça, pour ce qui est des effets, vous pouvez trouver qu'il y a trop de réverbération, pas assez de réverbération. Vous pouvez aussi avoir l'impression que le son manque de présence. Lorsqu'on parle de présence, c'est l'impression que le son est rapproché et proche de nous. Fait que ça peut être applicable pour n'importe quelle source sonore que vous pouvez dire qu'un son manque de présence. Encore une fois, c'est pour décrire qu'il soit plus proche de nous ou s'il y a trop de présence, ben de le reculer à ce moment-là. Ensuite de ça,
On peut parler aussi de timing, de synchronisation. Si vous trouvez que deux voix ne sont pas en même temps, c'est des voix qui vont être off-synchro. Lorsqu'on parle de tonalité, on peut dire que c'est faux, que c'est tout simplement si le pitch n'est pas bon, on va parler d'une voix qui ne serait pas juste, qui va être fausse. Ensuite de ça, dans les termes plus généraux, si on parle du mix versus le mastering, le travail de mix, c'est vraiment le travail de balancer les différents instruments ensemble, d'égaliser, de faire vraiment le travail d'esthétique pour que l'ensemble des différents instruments dans l'arrangement soit harmonieux. Puis le travail de mastering, c'est un travail de finalisation. Ça, je vais mettre un lien de vidéo dans la description pour ça, parce que le mastering, c'est un travail qui est un petit peu en dehors du travail de mix, qui va servir à optimiser vraiment l'ensemble de la sonorité d'une pièce et aussi d'un album complet, disons, avec plusieurs chansons pour que l'ensemble soit harmonieux et aussi que ça soit compétitif, que ça sonne bien dans la plupart des contextes d'écoute, que ça soit, entre guillemets, assez fort versus d'autres productions professionnelles. Et puis là, on termine là, dans ces différents termes-là. Là. Je sais que c'est une longue vidéo, mais je veux dire, je pense que ça peut vraiment vous être utile si vous débutez là, pour vous aider à vous comprendre. Là. Puis c'est difficile des fois aussi, encore une fois, de faire plus court. Là. Ensuite de ça, on va parler d'arrangement lorsqu'on parle de la création des différentes pistes d'instruments, de batterie, de basse, de clavier. On va parler d'arrangement. La composition, ça peut consister uniquement à trouver les accords, la voix, les mélodies, le texte, des choses comme ça. Puis les arrangements, ben là, c'est un travail, encore une fois, pour créer une instrumentation autour de la composition. Le réalisateur, technicien de son, ingé son, sonorisateur, c'est quoi la différence? Le réalisateur, ça, encore une fois, c'est un terme qui est très vaste, qui peut avoir beaucoup de définitions. Je vais vous mettre un lien dans la description. Le réalisateur, souvent à la base, c'était lui qui organisait le processus d'enregistrement puis qui optimise les différentes personnes qui vont travailler sur un album, dont l'artiste, le chanteur, l'arrangeur, les différents musiciens, le technicien de son, etc. De nos jours, le réalisateur va faire une foule de rôles puis peut même faire des services pratiquement clés en main où qui fait toute la composition, la production, l'enregistrement, etc. Fait que c'est très vaste la définition de réalisateur. Technicien de son, ingé son, c'est la même chose. En Amérique du Nord, on va parler de technicien de son parce qu'on a un ordre des ingénieurs. Puis si on ne fait pas un cours d'ingénieur, on ne peut pas dire qu'on est un ingénieur de son. On va plutôt utiliser le terme technicien de son. En France, en Europe, on utilise beaucoup plus le terme ingé son qui est plus courant. C'est la même chose. Puis lorsqu'on parle d'un sonorisateur, on va plutôt parler d'un technicien de son qui va surtout faire le son dans des spectacles pour du live. Fait que la sonorisation, c'est vraiment l'amplification d'un événement comme un spectacle, une conférence, etc. On va plutôt utiliser le terme sonorisateur. Maintenant, traitement acoustique versus isolation acoustique. Le traitement acoustique, c'est pour améliorer la sonorité d'une pièce en mettant de l'absorption, de la diffusion, des bass traps. Il y a différents traitements acoustiques, encore une fois, dans le but d'améliorer la qualité d'écoute. L'isolation acoustique, c'est d'isoler soit les sons extérieurs ou d'empêcher que les sons dans une pièce sortent à l'extérieur. Fait que soit isoler une pièce pour ne pas entendre le bruit à l'extérieur ou isoler une pièce pour ne pas que l'extérieur nous entende. Fait que ça, c'est deux choses vraiment différentes, très importantes. Lorsqu'on parle de moniteurs en studio, on va parler des haut-parleurs qui sont vraiment faits pour le mix audio, fait qu'on parle de moniteur studio pour les haut-parleurs qu'on utilise en studio. Lorsqu'on parle de hardware versus software, le hardware, c'est le matériel physique. Le software, c'est tout ce qui est logiciels, instruments virtuels, etc. Les VST, souvent le terme VST va être utilisé pour décrire les instruments virtuels, comme par exemple justement cet effet-là de brass que moi j'utilise justement pour mon exemple aujourd'hui, là, pour la capsule d'aujourd'hui. Et puis finalement, la carte de son, c'est vraiment le module qu'on va connecter à l'ordinateur sur lequel on va pouvoir connecter nos différents microphones et nos haut-parleurs. Puis cette petite boîte-là est importante, la carte de son, pour à ce moment-là avoir une bonne qualité sonore, puis aussi régler certains problèmes au niveau de la latence puis de la performance avec l'ordinateur. Fait que voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est une vidéo qui est certainement trop longue, mais qui, à mon avis, c'est important de passer à travers l'ensemble de ces termes-là. J'espère que ça va vous être utile. Mettez un petit pouce bleu si vous êtes encore avec moi, là, rendu là, à la fin de la vidéo. Vous êtes courageux ou courageuse, hein, vous êtes encore avec moi. Puis si jamais il y a des termes que je n'ai pas abordés, qui sont vraiment obscurs,
écrivez-moi là dans la section commentaires. Je pourrais peut-être faire une partie 2 à ce moment-là avec tous ces termes-là que j'ai très certainement oubliés et qui sont certainement super importants. Fait que écrivez-moi ça dans la section commentaires, puis on pourra peut-être faire une partie 2 à cette vidéo. Fait que merci les amis pour votre présence, puis j'espère que vous allez être au rendez-vous avec moi cette année en 2022. Et puis voilà. À très bientôt les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.